Donc, collectif de citoyens, élus, architectes, comment coopérer pour fabriquer la ville de demain? À l'heure de l'urgence, du constat de ce que sont devenues nos villes, on s'interroge sur le renouvellement, sur les bonnes pratiques, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, pourquoi on doit le faire. Et dans ces pratiques émergentes, la notion de collectif citoyen apporte une réponse à différentes échelles en fonction des sites, des contextes. Donc aujourd'hui, pour aborder ce sujet, le questionner, savoir ce qui fonctionne pas, comment on peut l'améliorer, est-ce que c'est une réponse? Nous avons invité Anne-Laure Jeannot, directrice générale déléguée d'Habitat Participatif et Partage, membre de Habitat Participatif France, Sophia Popov, conseillère municipale de la ville de Lyon, déléguée aux biens habités en ville, et Mathilde Chaboch, adjointe à la ville de Marseille, en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville. J'aurais pas dû lire, ça me fait fourcher, mais bon, fallait pas mettre des mots compliqués non plus. Je donne donc la parole à Anne-Laure pour commencer. Bonjour à tous. Donc en tant qu'exemple de collectif de citoyens, moi je vais vous parler d'habitat participatif. Alors qu'est-ce que l'habitat participatif pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore cette nouvelle forme d'habiter? Ça va se situer entre l'habitat individuel, la copropriété et la communauté. J'aime beaucoup ce petit schéma qui en général le représente plutôt bien. Avec tout d'abord une première constante qui est importante, c'est un ensemble de personnes qui forment un collectif afin de pouvoir co-concevoir et gérer leur ensemble immobilier. Cet ensemble immobilier, il est un petit peu particulier parce qu'il est composé à la fois d'espaces privatifs, que vous connaissez tous, et des espaces mutualisés, comme des chambres d'amis par exemple, ou une salle polyvalente. Et enfin, il a des valeurs qui sont souvent attachées au projet, qui sont fortes. Des valeurs qui peuvent être le partage, l'entraide, la solidarité ou encore l'écologie. Habitat Participatif France, HPF, désigne le mouvement qui promeut l'ensemble de l'habitat participatif sur le territoire. Et en fait, il promeut toutes les organisations collectives qui permettent d'expérimenter et produire des habitats accessibles à tous et qui reconnaissent toute leur place à la participation citoyenne. Car en effet, HPF trouve sa source dans de longues histoires d'initiatives citoyennes. Parce que c'est qu'en 2014, avec la loi ALUR, que l'habitat participatif a trouvé son statut, avec deux sociétés créées. D'une part, les sociétés d'autopromotion et les sociétés d'attribution, et d'autre part, les sociétés coopératives. Donc là, on était tout contents, on a enfin un statut, on va pouvoir bien développer l'habitat participatif. Malheureusement, aujourd'hui, à défaut de décret d'application, cette loi n'est pas vraiment utilisable en l'état. Donc c'est encore le collectif de citoyens qui permet de faire avancer l'ensemble du système et qui fait qu'on garde quand même un véritable engouement pour l'habitat participatif qui aujourd'hui a une croissance de 18% par an à l'initiative des citoyens. Quand on s'est rencontré avec le CNOA et qu'on a commencé à débuter un partenariat ensemble, les architectes nous ont interrogés sur comment faire ville et comment pouvoir s'intégrer et changer nos pratiques par rapport à l'habitat participatif. Parce qu'on était tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'on ne voulait plus défendre une politique de logement, mais une politique de l'habitat, pour répondre à des enjeux qui sont essentiels et des enjeux sociétaux qui sont essentiels aujourd'hui. Lesquels sont-ils ? Tout d'abord, on l'a vu, redonner la parole aux citoyens et son pouvoir d'agir pour réfléchir à son habitat, puisqu'en fait, on se rend compte que c'est le seul endroit où l'usager n'avait pas parole. Aujourd'hui, vous faites des bureaux, vous demandez comment les faire, vous faites des hôtels, vous avez l'exploitant, mais par contre, les logements, on considérait qu'on n'avait pas besoin de l'avis des habitants. On veut aussi favoriser le bien vieillir chez soi. Le fait d'avoir des groupes qui sont multigénérationnels font que la personne senior se sent utile très longtemps et reste plus longtemps chez elle.
C'est recréer du lien social et du lien confiant entre voisins. C'est pratiquer et consommer éco-responsable. C'est construire écologique. C'est économiser du foncier grâce à ces espaces mutualisés. Et c'est tenter de produire des logements abordables et qualitatifs. Je dis bien tenter parce qu'en ce moment, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Donc en fait, l'habitat participatif aujourd'hui, nous, Habitat Participatif France, on pense que ça permet de répondre aux enjeux politiques actuels et que ça peut être un formidable allié des politiques publiques pour créer un cadre de vie de qualité, humain et accessible à tous. En tout cas, c'est ce qu'on en pense. Mais est-ce que Mathilde Chabot, je pense la même chose? Ou non, d'abord Sophia, pardon. Allez, donc avant de commencer à vous parler de la ville de Lyon, je vais peut-être me présenter. Donc moi, je suis Sophia Popov, conseillère municipale déléguée au bien habité en ville. Donc ça veut dire que je suis en charge de la politique d'habitat, de logement et du renouvellement urbain en quartier populaire sur la ville de Lyon et que je travaille du coup étroitement en binôme avec notre adjoint à l'urbanisme voilà, pour développer cette politique de logement et d'habitat. Et je suis aussi conseillère de la métropole de Lyon. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir aussi vous parler un petit peu de la métropole de Lyon, puisque la métropole de Lyon, c'est la collectivité qui, sur le territoire justement de la métropole, est chef de file pour la politique d'habitat et la politique de logement. Donc c'est évidemment un partenaire très important dans la fabrique de la politique d'habitat. Moi, je vais vous parler de 3 éléments. D'abord, je vais quand même vous parler un petit peu des ambitions politiques de la ville de Lyon en matière d'habitat et de logement. Ensuite, je vais vous expliquer comment l'habitat participatif et donc le soutien que la ville de Lyon apporte à l'habitat participatif permet en fait de mettre en œuvre nos ambitions politiques. Et enfin, vous parler du comment, c'est-à-dire comment concrètement la ville, la métropole s'engage aux côtés des acteurs de l'habitat participatif. Alors, l'ambition politique de la ville de Lyon pour sa politique d'habitat, pour sa politique d'urbanisme, c'est une ville abordable, bas carbone et désirable. Donc, la barre est haute, mais on avance dans cette direction. Donc d'abord, abordable. La ville de Lyon, c'est la deuxième ville la plus chère de France, après Paris. C'est aussi une des villes les plus denses d'Europe. Donc ça veut dire qu'au niveau du foncier, on n'en a plus beaucoup de disponibles. Et on a une pression très forte sur les logements. Par exemple, sur le logement social, on a un logement social qui est disponible pour 13 demandeurs. Donc c'est vraiment énorme. Donc on a pour ambition évidemment de soutenir la production de logements sociaux et abordables principalement pour permettre aux habitants, aux familles notamment, de pouvoir rester et de pouvoir habiter tout simplement à Lyon. Donc nos objectifs politiques, c'est d'abord de résorber le déficit qu'on a en logement social, donc d'atteindre les 25% de logement social par rapport aux résidences principales, puisqu'on en est à peu près aujourd'hui à entre 21 et 22%. C'est aussi de développer une offre d'accession sociale maîtrisée, où on garde la maîtrise foncière via le bail réel solidaire. Mais c'est aussi l'encadrement des loyers, pour quand même permettre tout simplement, encore une fois, aux gens d'habiter à Lyon. Et on actionne encore tous les autres leviers de la production pour permettre d'avoir une ville qui reste ou qui redevient même abordable. Le deuxième axe, c'est le bas carbone. Donc voilà, avec une municipalité avec beaucoup d'élus écologistes, c'est évidemment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc on va par exemple préférer la réhabilitation contre les projets de démolition, notamment dans les grands quartiers populaires, dans nos grands projets urbains en quartier populaire, où on travaille avec l'État main dans la main pour renouveler ses caractères. On va toujours aller voir si on ne peut pas d'abord réhabiliter le bâti avant de démolir, parce qu'on sait que l'impact carbone est beaucoup plus important dans le cas d'une démolition. Mais c'est aussi la réflexion sur les matériaux. Donc comment justement on fait cette nouvelle ville écologique qui permet notamment par exemple, et aujourd'hui c'est une journée particulière puisque c'est la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, et donc une ville écologique, c'est aussi une ville où on a plus froid chez soi et on n'a pas chaud en hiver, donc intégrer ça dans nos politiques publiques, et aussi évidemment la rénovation thermique pour améliorer le confort et le pouvoir d'achat de nos habitants.
Et enfin, une ville désirable. Alors la désirabilité, évidemment, c'est quelque chose de très subjectif. Donc on va notamment travailler sur la question de la juste densité. Comme je vous l'ai dit, Lyon, c'est une des villes européennes les plus denses d'Europe. Et pourtant, il nous faut produire du logement. Donc, comment on fait, comment on accompagne en fait la production, notamment sur les logements neufs, pour que les projets restent acceptables par la population. C'est aussi densifier la ville tout en améliorant en fait le coefficient de pleine terre. Donc, en fait, on densifie la ville tout en la végétalisant. Et à Lyon, ça, on a trouvé les moyens pour combiner ces deux objectifs. Et puis, c'est aussi tout le travail qu'on fait sur les espaces publics apaisés où on redonne de la place aux piétons, on redonne de la place aux cyclistes par rapport notamment au partage de l'espace public par rapport aux mobilités. Donc voilà, ça c'est nos ambitions politiques pour la ville de Lyon, une ville abordable, bas carbone et désirable. Ensuite, là aujourd'hui on est là pour parler d'habitat participatif, donc comment finalement donc, l'habitat participatif vient justement répondre et nous permettre de mettre en œuvre ces trois objectifs. Donc nous on voit vraiment au niveau de la ville et de la métropole l'habitat participatif comme une troisième voie entre le parc social et le parc privé. Et c'est une voie qui en fait est tout à fait en ligne avec nos ambitions politiques, puisque sur le volet abordable, sur la ville de Lyon, les projets qu'on a repérés, qu'on accompagne et les projets qui vont se réaliser, on a une majorité de projets avec des financements comme des logements sociaux. Donc ça veut dire qu'on a des habitants qui rentrent dans le cadre de notre politique de logement social, et donc c'est des projets qui sont à destination d'habitants qui pourraient bénéficier de logements sociaux. On a aussi dans la plupart des projets qui sont développés sur la ville de Lyon un objectif de non-spéculation. Et donc ça nous tient vraiment à cœur parce que ça nous permet de garder la maîtrise du foncier. Parce qu'aujourd'hui, le foncier, malheureusement, il est très maîtrisé par le privé, avec des logiques spéculatives dont on a du mal à maîtriser les envolées. Et donc pour nous, à chaque fois qu'on arrive à garder une maîtrise sur un bout de foncier dans la ville de Lyon, c'est une victoire politique. Ensuite, sur le volet bas carbone, parce que en fait, l'habitat participatif, c'est un mode d'habiter qui est complètement différent, qui est plus collectif, qui va mutualiser certaines pièces, certains services. Donc c'est en fait tout à fait écologiste comme façon de voir l'habitat. Et puis il y a aussi une attention particulière justement au confort d'habiter et à ses ambitions écologiques. Et le troisième volet de notre politique publique, c'est la désirabilité. Et là, ce qui est génial avec l'habitat participatif, c'est qu'on est déjà dans une ville qui est désirée, puisqu'elle est en fait construite par les habitants eux-mêmes. Et donc ça nous permet aussi ensuite d'avoir des dynamiques citoyennes, des ouvertures sur le quartier, des dynamiques associatives qui sont très, très intéressantes. Alors, une fois que j'ai dit ça, merci beaucoup à l'habitat participatif d'exister et de se développer sur notre territoire. Et nous, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les projets ? On essaye donc de soutenir le développement de l'habitat participatif conjointement avec la métropole de Lyon. Donc là, je vais vous parler vraiment de la ville, mais aussi de la métropole de Lyon, puisque c'est des opérations qu'on mène très souvent de façon conjointe. On essaye de les accompagner pour répondre à différents enjeux. Le premier enjeu, c'est la question de la sensibilisation, la question de l'information et aussi la question de l'accompagnement à la constitution de collectifs citoyens. Parce que l'habitat participatif, c'est vivant. C'est des êtres humains qui se rencontrent, qui d'abord essayent de comprendre quelles sont leurs valeurs communes, quels sont leurs objectifs communs, pour ensuite mettre tout ça dans un projet d'habitat conjoint. Et donc, ça demande quand même beaucoup d'accompagnement. Et donc, on a financé notamment, on finance notamment la fabrique de l'habitat participatif, qui est un outil sur la ville de Lyon pour justement informer sur ce que c'est l'habitat participatif et ensuite accompagner les collectifs d'habitants dans leurs projets. On accompagne aussi sur le foncier, parce que je pense qu'ici tout le monde le sait, le foncier c'est le nerf de la guerre, pour tout le monde, pour le social, pour le privé, pour le participatif. Donc là, on a par exemple adapté nos outils réglementaires et dans la troisième modification de notre plan local d'urbanisme et d'habitat qui a été voté
cette semaine en Conseil de la Métropole, on a intégré l'habitat participatif au même titre que l'habitat social et l'habitat privé. Donc, dans toutes nos grandes opérations d'aménagement, il y aura des objectifs qui devront être remplis sur ce thème-là. Sur les opérations d'aménagement, où on a une vraie maîtrise du foncier, on accompagne à la création de collectifs et d'habitats participatifs en réservant une partie du foncier. Donc, par exemple, dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Gerland, on a 2 plots d'habitat participatif pour l'habitat participatif qui ont été réservés. On a aussi un projet sur un quartier populaire, La Duchère. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand quartier populaire de la ville de Lyon qui est en renouvellement urbain déjà depuis quelques années. Et donc là, on va finaliser le renouvellement urbain de certains quartiers, notamment à la Sauvegarde, où on aura du coup un plot qui est réservé aussi à de l'habitat participatif. Et puis la ville de Lyon met aussi parfois directement du foncier à disposition de l'habitat participatif. On a notamment une opération dans le 2e arrondissement. Le 2e arrondissement, c'est la Presqu'île, donc c'est vraiment le cœur. Le cœur du réacteur de la ville et de la métropole de Lyon, très très dense. Et donc là, on a un foncier qui va être mis à disposition pour un projet mixte, à la fois crèche, habitat social et habitat participatif. Et enfin, le 3e niveau de soutien, le 3e niveau de soutien, c'est le soutien financier et dans les montages de projets. Donc, comme je le disais, il y a une grande partie des habitats participatifs qui peuvent rentrer dans le champ du logement social. Et donc, la ville et la métropole participent à son financement. Et on émet aussi, par exemple, des garanties d'emprunt, qui facilitent les relations avec les banques. Et le dernier soutien, c'est le soutien politique et de plaidoyer. On a accueilli en 2021 les rencontres nationales de l'habitat participatif et on travaille avec les structures de notre territoire pour porter un plaidoyer au niveau national. Et au niveau politique, notre ambition, c'est au moins une opération d'habitat participatif dans chaque arrondissement. Voilà. Et après, j'ai la liste de tous les projets. Donc là, vous avez une photo d'un projet de Lyon 4e, donc le Cairn, qui est le premier projet d'habitat participatif qui est sorti sur la ville de Lyon. Et vous avez aussi le 2e projet qui a déjà été livré, donc le Moulin, dans le 7e. Là, on est sur une plus petite opération avec 7 logements, alors que le Cairn, c'est une opération mixte, à la fois logement social et habitat participatif. Et en tout, c'est 24 logements. Voilà. Et je suis à disposition, évidemment, après la présentation de ma collègue de Marseille pour vous détailler ces projets. Merci. J'enchaîne. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Mathilde Chaboche, adjointe à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville à Marseille. Tout un programme dans cette délégation. Alors nous, on part d'une situation qui est un petit peu différente de celle de Lyon, vous vous en doutez. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On est une ville qui est vraiment aux mains des acteurs privés et qui l'a été pendant des années. 99% de ce qui se construit à Marseille est le fait d'acteurs privés, principalement des promoteurs, souvent très obsédés par la calculatrice et qui s'inscrivent dans le temps court. On a une surreprésentation de tous les produits financiers type Pinel qui visent à de la défiscalisation. Et même le logement social sur notre territoire est produit à 80% en VFA par les promoteurs. Donc on est vraiment une ville où finalement le rôle de la puissance publique était un petit peu inexistant, avec un vrai enjeu de se reposer la question du logement sous 2 angles. D'abord, le logement est un droit avant d'être un produit financier, et ensuite le logement n'est pas très intéressant si on ne s'intéresse pas aux questions de l'habitat plus globalement, c'est-à-dire du lien entre le privé et le public. Ce qui fait qu'on supporte de vivre en ville, c'est bien qu'on y trouve une série de choses, d'aménités, de services publics qui font qu'on est prêt à rogner sur un certain nombre de qualités propres au logement. Mais non content d'être une ville à la main des acteurs privés, dont certains ont de piètres moralités et un rapport à la légalité un petit peu élastique, on est aussi une ville éminemment vulnérable. Marseille, c'est un petit peu la loupe de ce qui nous attend tous, c'est-à-dire qu'on est une ville exposée à des chaleurs absolument astronomiques. On est en arrêté sécheresse encore aujourd'hui, à la fin du mois de novembre, et on va probablement entamer 2023 en restant sur notre arrêté sécheresse de 2022. On est une ville qui a abusé tous ses cours d'eau, donc on est en risque d'inondation sur presque 30% de notre territoire où on ne peut plus construire parce qu'à chaque crue, à chaque forte précipitation, les cours d'eau débordent et puis on est extrêmement imperméabilisé, donc l'eau n'a plus de chemin pour s'infiltrer. On est une ville qui n'a pas de réseau d'eau brute, donc on arrose et on nettoie les rues avec de l'eau potable. On est une ville qui est surdotée en piscines individuelles et sous-dotée en piscines collectives.
On est donc une espèce de caricature un peu dystopique de ce qui nous attend tous, et pour moi un révélateur de la gravité de ce changement climatique, surtout la gravité de ce que ça fait pour l'habitabilité des humains. Moi je dis souvent que la planète elle se débrouillera sans nous. La question c'est comment on préserve l'habitabilité des humains, et en ce qui m'intéresse, les Marseillaises et les Marseillais. Mais non content d'être une ville aux mains des privés, une ville vulnérable au plan écologique, on est aussi une ville d'une très grande pauvreté. Notre taux de pauvreté flirte avec les 30% selon la façon de le calculer. On est donc dans une situation endémique de pauvreté et d'une espèce de verrou où le risque écologique, la financiarisation de la production de logements et les caractéristiques socio-économiques nous mettent dans une grande difficulté. Face à ça, il y a deux solutions. Soit on baisse les bras et puis on se dit que de toute façon tout est foutu, soit on relève les manches et puis on y va avec forcément un peu de naïveté, d'optimisme et d'engagement. Vous avez compris que c'est mon cas. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi qu'on est en responsabilité, donc une collectivité qui est maintenant dirigée par une majorité de gauche, écologiste et citoyenne, et moi j'appartiens à ce dernier volet, des citoyens engagés, un petit peu décomplexés et pas forcément matricés pour faire de la politique. D'abord, la première étape, ça a été le retour à la règle. C'est pas très glamour, mais on a expliqué à tout ce petit monde qu'on allait désormais refuser tous les permis illégaux, sanctionner toutes les infractions dont on a connaissance. Ça fait beaucoup, hein. On a entre 400 et 500 infractions par an. On a des immeubles entiers qui poussent sans permis de construire, et on a dû refuser tous les permis illégaux, ce qui, sur la première année, a représenté quand même 50% des dossiers déposés. Je vous passe les propositions d'arrangement en dessous de table qui m'ont été faites à chaque fois que j'ai refusé des permis. Donc le retour à la règle, ça a été un peu brutal. J'ai une cible dans le dos qui parfois dépasse la largeur de mes épaules, mais on est là pour être courageux, sinon on s'en va. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de poser une ambition, puisqu'évidemment j'ai été traitée non seulement de dictatrice, mais aussi de hippie, voire d'amiche, de dangereuse intellectuelle. Donc on a travaillé, et je vous la montre, je pourrais en laisser si ça vous intéresse, une petite charte de la construction durable, extrêmement modeste pour les techniciens qui sont là. Vous la lirez, vous vous direz bon, tout ça pour ça, mais vous vous rendez pas compte ce que ça a été de la faire. Cette charte, on s'est inspiré d'ailleurs de ce qui avait été fait à Lyon, qui nous a précédé en la matière. Elle permet de poser une ambition très claire, l'ambition de la ville résiliente, l'ambition de la ville où on arrête de faire n'importe quoi, où on commence par se demander si on peut réhabiliter avant de détruire, où on préserve le patrimoine architectural mais aussi végétal, et où on pense aux gens qui vont habiter dans les logements. Le logement, je le redis, c'est pas juste un produit, c'est un lieu où des vraies vies vont se dérouler. Cette charte, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale, notamment une stratégie qui vise à pousser la production de logements sociaux. On flirte avec la carence tous les ans, hein. Le préfet est gentil, trouve une façon de calculer qui nous évite la carence, mais enfin on est quand même complètement dans les choux en termes de besoins. On a 40 000 demandeurs de logements sociaux, on est totalement incapable de répondre à ce besoin, et donc on pousse l'abaissement du seuil de mixité sociale au niveau de la métropole. Le seuil de mixité sociale à Marseille, donc la taille d'une opération à partir de laquelle il faut faire du logement social, était encore à 120 en 2019. Autant vous dire qu'on ne produisait pas beaucoup de logements sociaux. On entame également un plan de lutte contre la vacance, parce qu'on a 40 000 demandeurs de logements sociaux, mais on a aussi presque 40 000 logements vacants, et je compte pas les logements dégradés. On est la championne de France du logement indigne. Donc ces règles et cette ambition, elles nous permettent d'avoir relancé la production de logements. On a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, et on engage, puisque nous n'avions pas de PLH, pas de plan local de l'habitat. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Donc on est en train d'y travailler enfin pour se donner une ambition qui est quantitative mais aussi qualitative. Pour faire tout ça, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs de la construction, les architectes, les promoteurs qu'il faut embarquer, les constructeurs, mais aussi et bien sûr les habitants. Et moi je suis très pénétrée de la culture de la participation. Moi, j'ai commencé ma vie d'urbaniste dans les bidonvilles, donc je ne sais pas faire autrement qu'avec les gens. Simplement, c'est très compliqué à Marseille, parce qu'il y a eu tellement d'abus par le passé qu'on a des réflexes de mobilisation habitante qui sont principalement en contre. C'est-à-dire que les gens, ils se mobilisent très très rarement en disant on voudrait ça pour notre quartier, on voudrait un parc, on voudrait ceci, cela. C'est plutôt on ne veut pas d'un immeuble en face de chez nous, et si vous le construisez, allez le mettre où vous voulez, Madame Chaboche, dans les collines, dans la nature, n'importe où, mais pas en face de chez moi. Et donc c'est très compliqué de dépasser ce NIMBY, cette culture en fait de l'évitement et du rejet, où c'est un peu le dernier arrivé ferme la porte et veut surtout que personne ne continue à venir habiter dans son quartier. Pour le dépasser, moi j'ai trouvé 3 petites solutions qui sont cumulatives et qui ne permettent évidemment pas de tout transformer. La première, c'est de faire vraiment un travail très très fort d'ateliers participatifs d'urbanisme dans toutes les mairies d'arrondissement, sur l'intégralité des projets à enjeu, soit des projets d'aménagement, soit les gros projets
projet immobilier. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que les habitants viennent souvent plutôt pour se plaindre et pour râler plutôt que de dire ce que eux souhaiteraient à cet endroit-là. Donc il y a ça, et je pense qu'on a un sujet collectif qui est comment on familiarise les habitants avec la culture en fait de la ville. C'est-à-dire que quand je leur explique qu'une ville c'est organique, que si on densifie pas le centre-ville, alors on va aller densifier les collines. Si on densifie les collines, l'eau va carrément nous monter au-dessus des immeubles à la moindre pluie, que les îlots de chaleur vont se démultiplier. Cette logique un peu organique de la ville qu'on a tous quand on travaille dans ce domaine, les habitants ne l'ont pas tellement et sont souvent très mobilisés sur le micro, c'est-à-dire leur quartier, la rue en face de chez eux. Et finalement, se dire que si on monte pas un immeuble sur une dent creuse en face de chez eux et que l'équivalent, on va le faire dans la nature, ça va être catastrophique, ils ont parfois du mal à y adhérer. Donc il y a un travail un peu au long cours de pédagogie et d'association des habitants. Le deuxième volet, c'est qu'on a engagé un très gros programme de réhabilitation du centre-ville de Marseille, de triste réputation. Vous avez tous en tête les effondrements du 5 novembre 2018 et la situation endémique d'habitat dégradé. Et dans le cadre de ce programme partenarial avec l'État, la métropole et la ville, j'ai mis en place un comité, un collège des maîtrises d'usage. L'idée, c'était de dire c'est un programme du temps long, sur 15 ans, on ne peut pas le faire sans les habitants et on ne peut pas se contenter des concertations réglementaires qui souvent ne permettent pas, on va dire, un vrai dialogue structuré au long cours. Donc on a monté ce collège des maîtrises d'usage, à ma connaissance unique en France, qui vient accompagner en fait tout le travail partenarial sur le temps long dans la transformation du centre-ville. C'est aujourd'hui une trentaine d'habitants qui sont mobilisés et qui nous titillent, nous aident, nous engueulent. On se met avec les autres élus concernés à hauteur de baffe régulièrement pour pouvoir vraiment tricoter et se poser des questions qui sont complexes et où il n'y a pas de solution toute faite. Et puis la dernière façon de faire avec les habitants, c'est l'habitat participatif. Alors on a aujourd'hui 2 opérations à Marseille. On est très très loin de pouvoir s'en gargariser. Néanmoins, elles me paraissent vraiment poser 2 choses intéressantes. D'abord, elles sont dans 2 quartiers populaires, plutôt en déprise, avec des objectifs de venir créer de la mixité. À la fois par le type de population, donc plutôt des petites classes moyennes qui s'engagent dans ces projets d'habitat participatif, qui vont aller investir ces quartiers, mettre leurs enfants dans les écoles de la République et participer à l'animation de quartiers qui sont parfois compliqués. Il y en a un dans le 3e arrondissement Saint-Mauron, quartier le plus pauvre d'Europe, et un autre dans les quartiers nord de Marseille, dans le 16e arrondissement. Donc moi je trouve ça très intéressant par l'effort de mixité, par le côté démonstratif de montrer que c'est possible de penser aux gens qui vont habiter dans les logements quand on les conçoit. Puis le 3e volet que je trouve très intéressant, c'est que je pense que la copropriété est un verrou mortel. C'est-à-dire que quand on est dans des patrimoines dégradés, très dégradés comme on l'a à Marseille, les copropriétés se noient en fait, n'arrivent pas à engager les travaux qui sont nécessaires, sont face à des syndics souvent véreux qui leur racontent n'importe quoi et qui peut-être par malhonnêteté, peut-être par manque de compétences, n'engagent pas les travaux qui sont nécessaires. Et la clé de tout ça, c'est qu'on continue à évacuer, nous, chaque mois, entre 10 et 15 immeubles entiers parce qu'ils sont en péril grave et imminent et qu'on ne peut pas laisser les gens dans ces situations. Je ne sais pas si on mesure à l'extérieur de Marseille l'ampleur de cette crise humanitaire qui n'est pas qu'une crise d'architecture et de bâtiments, mais qui est une crise humanitaire au sens propre qui concerne des humains. Et donc, les copropriétés qui sont coincées dans ces verrous mortels, il y a les aides de l'ANA, c'est toujours très compliqué, on tente de faciliter les processus, etc. Mais enfin, on sait que c'est du temps très long. Je trouve que l'habitat participatif, c'est une espèce de réponse qui nous décoince un peu de la propriété privée standard, qui nous décoince de ce verrou mortel que sont les copropriétés, qui nous libère des syndics et qui peut-être doit nous amener à une réflexion qui est peut-être la fin de la propriété privée au sens classique où nous l'entendons. Je pense qu'il faut dissocier la propriété du sol et l'usage, l'usufruit des lieux. Et je pense qu'on doit collectivement avancer sur cette réflexion pour essayer de trouver des façons de débloquer les choses. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci. Bon, merci pour tout cet engagement. On voit que on a ici 2 métropoles françaises de taille importante. Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend qu'il y a une vraie connaissance du territoire, une vraie envie de faire les choses bien. Ces 2 villes ont une charte, ces 2 villes ont un engagement, ont un discours où finalement les valeurs portées par l'architecture sont déjà présentes. Pour ce qui est de l'habitat participatif, c'est vrai que c'est un sujet de fond, c'est un sujet de société où on parle de créer du lien dans la ville, on parle de substituer la propriété à l'usage,
On parle, dans le cadre de la fabrication de la ville, de créer des habitants qui prennent conscience du fonctionnement de leur ville, de la vie associative qui va se créer derrière, et finalement qui deviennent des habitants instruits. Alors pour vous resituer un petit peu, donc moi à la base au niveau opérationnel, je suis dirigeante associée d'une structure qui s'appelle Habitat et Partage, et on a développé donc sur la région lyonnaise une foncière citoyenne permettant en fait de constituer un patrimoine de logements en habitat participatif et coopératif. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et sur les différentes formes de faire habitat participatif, on a pris le côté peut-être le plus militant, puisque l'idée aujourd'hui c'est que nous sommes en coopérative, donc une personne égale une voix, et nous avons un engagement de non-spéculation immobilière dans le cadre de notre projet. Le rôle de l'architecte est très très important dans ces projets-là, et en effet ça leur demande de se réinterroger quand même en effet sur la façon dont ils vont pratiquer leur métier, puisqu'il va falloir qu'ils laissent de la place en fait à ces habitants, mais c'est pas eux qui vont prendre le crayon, bien évidemment. Donc on a quand même cette notion de conception participative, mais plus dans la réflexion que dans l'aspect professionnel du métier. Cet architecte c'est des habitants qui ont toujours de très belles idées par rapport à l'usage qu'ils veulent en faire, mais par contre c'est très difficile pour eux souvent de se projeter. Donc il y a vraiment besoin dans l'aspect métier de maquettes, d'images, de visuels, d'ambiance que va apporter l'architecte. C'est vrai que pour l'architecte ça va être sûrement plus chronophage, en tout cas au début. Et puis ça demande de travailler en soirée, puisque les habitants travaillent en journée, donc les réunions se font souvent le soir. Mais on en ressort souvent grandi, et les archis sont très souvent heureux de cette expérience quand ils fabriquent avec les habitants. Et puis quand vous fabriquez un appartement, et vous ne l'appelez pas numéro B62, mais c'est l'appartement de monsieur et madame Le Fur, ou c'est l'appartement de Marie-Hélène, et ben ça change tout dans les rapports que va avoir aussi l'architecte. Donc, et l'architecte, pour terminer, est aussi le rôle de toutes ces professionnels techniques, le représentant de ces professionnels techniques, maîtrise d'œuvre de manière générale, puisqu'en général, c'est le seul qui va faire le lien. On voit rarement les autres bureaux d'études dans ces groupes d'habitants. Et donc, il a vraiment aussi ce rôle de faire le lien entre la maîtrise d'œuvre et les habitants. Moi, peut-être pour se décaler un petit peu, je pense notamment à nos projets de renouvellement urbain dans les quartiers populaires, où on a donc un plot d'habitat participatif, mais de toute façon, en fait, même sur les autres opérations, sur les autres plots, on va justement demander aux architectes de se lancer dans des processus de concertation pour imaginer des habitats, des habitations qui répondent vraiment aux besoins des habitants. Et en même temps, je trouve que ce travail, il est hyper important, mais en même temps, il est un petit peu hors sol, parce que les habitants qui vont venir vivre dans ces logements-là, on ne les connaît pas. En fait, personne ne les connaît, parce que soit c'est des plots d'habitation pour du logement social. Dans ce cas-là, ce sera attribué en fonction des besoins des personnes. Soit ça va être du bail réel solidaire, donc là il va y avoir un achat, ou du privé, donc là ça va être aussi un achat complètement détaché. Alors que justement avec l'habitat participatif, comme on a ce lien direct en fait avec les futurs habitants de ces logements, ce travail de concertation et de rapport aux habitants, il est direct, il est concret, et il a un vrai sens. Alors que quand on fait ces travails de concertation sur des bâtiments avec les habitants qui sont du quartier. Donc c'est hyper important pour les gens qui habitent déjà dans le quartier de s'impliquer justement pour favoriser l'acceptabilité. Et c'est pas juste pour que les gens acceptent qu'on construise une barre devant chez eux, mais c'est vraiment pour
pour qu'ils s'approprient le projet, pour qu'ils nous disent aussi quels sont les usages ici. Parce que, par exemple, on a des grands débats avec les conseils citoyens et entre les conseils citoyens et les architectes sur les coursives extérieures qui permettent de favoriser au niveau le fait que les bâtiments soient compacts et qui permettent de desservir par l'extérieur. On imagine en tant qu'architecte des coursives qui puissent être habitées, etc. Bon, quand on habite à la Duchère, les coursives habitées, elles sont souvent habitées mais par des usages qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Donc c'est vrai que c'est de toute façon, le dialogue et le débat et la concertation avec les habitants, il est toujours intéressant parce que ça permet quand même de se rendre compte des réalités du terrain. Mais dans l'habitat participatif, on a quand même une valeur en plus parce que y a un rapport direct entre les futurs habitants et l'architecte. Et ça, je pense que ça forcément, ça améliore en fait la qualité des projets. Merci. Alors, moi, je pense que ça interroge le rôle de l'architecte de manière un peu plus générale. Ce que je vois à Marseille, c'est souvent des architectes qui finalement sont un peu la dernière roue du carrosse. Je vais être un peu cash, vous avez compris que c'est ma façon de parler. Parce que celui qui a la main, celui qui oriente, c'est le promoteur. Et puis au-dessus, celle qui décide, en l'occurrence, c'est moi sur ce mandat. Et que finalement, l'architecte, quand je chahute, quand je bouscule un promoteur en disant décoller les yeux de la calculatrice, on va juste pas faire n'importe quoi, et non, on va pas faire 100 logements mono-orientés sur l'autoroute à 3 mètres du talus, enfin c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Je vois l'architecte derrière qui se frotte les mains, qui est tout content et qui dit allez chaboche, allez-y, etc. Sauf que dans la relation et dans la chaîne de décision et les relations contractuelles, l'architecte, il est soumis au promoteur, il est souvent mal rémunéré en plus en proportion à la taille d'une opération, et il subit un petit peu un donneur d'ordre qu'il a parfois du mal à orienter vers le mieux. Alors ce que je trouve intéressant dans l'idée de partir des gens, c'est aussi qu'on sort un peu de cet étranglement de la relation avec une obsession, à mon sens, trop forte sur la pure rentabilité des opérations pour retrouver un peu le bon sens. Dans l'habitat participatif, on a la chance inouïe d'avoir des vrais gens en face de nous, concrètement, famille, machin, etc. Mais je crois qu'aussi le bon sens et l'apport des sciences sociales nous aident, hors de l'habitat participatif, à quand même savoir un petit peu que sont les besoins des gens. Et je crois que parfois, il y a un peu une mauvaise foi à dire on ne sait pas qui habite, donc on n'a qu'à faire des trucs tout pourris, parce que peut-être ça leur ira, peut-être qu'ils seront hyper contents. Je trouve qu'il faut se rappeler que nos individualités ont assez peu de valeur finalement, et on est tous des faits sociaux sur pattes. Et en tant que fait social, moi, en tant que fait social de femme de 40 ans avec 3 enfants, j'ai des besoins qui sont pas complètement dingue en fait. Il suffit de lire un petit peu de sociologie sur nos populations actuelles pour savoir que oui, j'ai envie d'avoir plutôt un extérieur, qu'un traversant c'est cool parce que je déteste la clim et j'ai pas envie de polluer la planète, que si je peux vivre dans l'ancien réhabilité, ça va me plaire, et que je suis très urbaine, donc il faut que je sois pas loin des transports. Je vous décris ça, vous l'aviez deviné rien qu'en m'entendant parler et en me regardant. Or, on est tous des faits sociaux, donc je trouve que parfois on oublie les sciences sociales et ce qu'elles peuvent nous donner comme éclairage sur les besoins, et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir les habitants en face de soi pour savoir qu'un plafond à 2,20 m ou 2,30 m, c'est moins bien qu'un plafond à 2,70 m, en tout cas dans les régions très chaudes comme les nôtres. Donc je trouve qu'il faut être sur cette logique-là et être aussi sur une logique d'adaptation à la population cible. Quand on fait beaucoup de logements familiaux, on n'a pas besoin de connaître les familles pour se douter que si on fait DT3, DT4, DT5, il va y avoir des gamins, que les gamins, dans une ville comme la nôtre où il y a peu d'espace de jeu extérieur, on a 4,6 mètres carrés d'espace vert de proximité par habitant dans la ville. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en prescrit 12, donc on est complètement dans les choux et il n'y a pas les squares nécessaires pour tous ces enfants. Donc si je fais du logement familial en grande quantité, il va y avoir des enfants. Où est-ce que les gamins vont jouer? Soit on leur crée un espace où ils peuvent jouer, soit ils vont jouer dans les couloirs et faire le bazar et créer des problématiques de voisinage. Donc parfois il y a un peu juste une question de bon sens, et je vous livre une toute petite anecdote mais qui pour moi est éclairante. Je pense qu'au début du mandat j'avais dû faire une interview où j'avais parlé de l'agriculture urbaine en disant que je trouvais ça super intéressant, les circuits courts, retrouver la terre, etc., etc. Et donc tous les promoteurs se sont dit la belle affaire, on a trouvé comment l'amadouer, donc ils sont tous mis à continuer à faire des trucs tout aussi pourris qu'avant, parfois très très illégal aussi comme avant, mais il y avait un potager pour Madame Chaboche, donc c'était super. Il y avait un gros bloc de béton et le petit potager qui parfois faisait 6 mètres carrés, enfin des trucs complètement cons.
Et là, je leur ai dit, donc je me suis réexprimée publiquement en disant, je crois que vous avez mal compris. En fait, je veux des communs qui soient adaptés aux populations. Donc quand on a une résidence étudiante, on sait qu'ils vont être en stage, en mobilité, etc. Mettre un grand potager, tout risque de mourir parce qu'il fait très très chaud. Si en revanche, on a un public plutôt de personnes vieillissantes, ils vont pas avoir un balcon chacun de 1 mètre carré, ils sont déjà très isolés. Il faut plutôt prévoir des extérieurs généreux où on peut jouer aux jeux de société, se poser à l'ombre sur un banc, bouquiner. Si on met beaucoup d'enfants, il faut des aires de jeu pour enfants. Tout ça paraît extrêmement basique, etc. Mais je crois que parfois, il faut s'appuyer sur les faits sociaux et un peu sur ce bon sens. Merci. C'est vrai que cette notion d'évidence, de bon sens et même de juste mesure de la fabrication de la ville et de la compréhension de son territoire est centrale. L'habitat participatif ne peut pas et n'a pas à être une réponse systématique. C'est une façon d'explorer, de comprendre là où on vit et finalement sur certains points, on va pas dire névralgiques, mais où on retrouve du sens, d'amener le lien, d'amener la compréhension, de maintenir l'histoire. Parce que dans l'habitat participatif, ce sont souvent des gens de la zone géographique qui vont venir. Ça va être du transgénérationnel, ça va être... il y a beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Donc, en tout cas, merci pour vos interventions. Je sais que dans la salle, il y a quelques élus, il y a peut-être des gens qui ont des questions. Oui, simplement pour rappeler que le droit de propriété est un droit constitutionnel, qu'il est attaqué à maintes reprises par la fiscalité, par les squats, par les passoires thermiques, et que voilà, c'est un vrai sujet. On a un certain nombre de pays qui ont aboli le droit de propriété, je pense au Cambodge entre 1975 et 1978, où il y a eu 3 millions de morts. Donc le droit de propriété est sacré, et j'aimerais qu'on respecte ce droit. Merci. Excusez-moi, mais plus précisément, c'était juste un... Mais parce que ce que j'entends dans votre question, c'est... ça amènerait le débat de dire qu'une action collective ne serait pas en relation avec la propriété. C'est ça que j'ai pas compris dans votre question. Les exemples de Marseille et de Lille sont là pour montrer que les propriétaires ont un droit en matière de mise aux normes, avec les collectivités locales également. Mais je voulais simplement rappeler le caractère sacro-saint du droit de propriété. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une autre question. Oui, c'est à la fois une question puis à la fois une réaction, là. Alors, je suis élu effectivement à la communauté d'agglo d'Annemasse, où on a effectivement des expériences de projets coopératifs dans un nouveau quartier, la COP Étoile, et où on a 2 autres projets qui sont... je dirais semi-coopératif ou participatif, parce que je pense qu'il y a des mots, et les mots, il faut leur donner du sens. Un projet coopératif, ça peut être autre chose qu'un projet simplement participatif. Il y a des gradations dans tout ça. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu une réaction un petit peu épidermique sur le droit de propriété. Moi, je suis élu, mais j'ai eu une vie avant. J'ai été président d'une coopérative agricole. Et on avait tendance à dire une entreprise, qui sont des entreprises très performantes. Et on avait tendance à dire à ceux qui étaient sociétaires, un homme, une voix, pareil, vous n'êtes pas propriétaire de votre entreprise. Vous avez des parts sociales, vous êtes des usufruitiers. Et l'entreprise, elle a vocation à perdurer, à éclore sur son territoire, à faire le boulot, et vous êtes simplement des passeurs pour ceux qui viennent derrière. Je pense que le foncier aujourd'hui, c'est un commun, comme l'air, comme l'eau ou comme autre chose. Et on voit bien que si on ne le considère pas comme ça aujourd'hui, mais demain, on ne peut plus faire d'aménagement. Je le fais dans un lieu contraint, je le fais dans un lieu où les inégalités sont énormes. On est une des villes les plus inégalitaires de France, parce qu'on vit près de la frontière suisse, voilà, c'est comme ça. Donc, à quelque part, comment voulez-vous résoudre
les problèmes en considérant que le foncier est un bien qu'on doit laisser au marché. Ça n'est pas possible. Et justement, la question qui vient derrière, c'est la question de la coopération et de la coopérative et du statut coopératif que je connais pour d'autres secteurs et qui a été accompagné par l'État. Si aujourd'hui il y a des coopératives agricoles, alors on est d'accord avec elles ou pas, on dit qu'elles vendent des engrais, elles sont mauvais, etc. Cela dit, c'est un statut qui est particulier et c'est de l'économie sociale, puisqu'il y a un homme, une voix. Et donc, ce statut et ces coopératives, elles ont été appuyées par l'État sous la Troisième République, qui ont créé des statuts, qui ont créé des lois, qui ont permis de créer cette économie. Aujourd'hui, quand on est dans la coopération d'habitat, on a un problème d'écosystème réglementaire et juridique et d'écosystème socio-technique. Hein, voilà. Et qui nous empêche d'avancer. Je prends un exemple, on a le BRS. Alors le BRS, on va en mettre partout, hein, il nous aide bien, etc. Mais il y avait des projets de faire des offices fonciers libres. Pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, on l'a évoqué, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais figurez-vous que moi, pour l'assise des coopératives d'habitants, ça m'intéresserait beaucoup. C'est un sujet réglementaire. Et il y a des obstacles qu'on n'arrive pas à franchir d'un point de vue réglementaire. Et j'aimerais savoir si dans vos projets coopératifs, et à certains niveaux, on ne pourrait pas, enfin je sais que vous devez le faire à certains niveaux, mais faire un vrai travail pour qu'il y ait ces évolutions, pour qu'on puisse faire basculer le paradigme, quoi, enfin, changer de paradigme un petit peu sur ces questions-là. Et la réaction qu'on a eue là, c'est une réaction effectivement que je ressens à chaque fois que je vais voir un notaire, une banque ou autre chose pour un projet collectif. Ça rentre pas dans le cadre, ça rentre pas dans les clous. Le sacro-saint propriété. Mais ça ne veut rien dire la sacro-sainte propriété. Moi, quand je fais de l'aménagement, je trace un trait et je dis d'un côté le terrain il vaut 300 € le mètre et de l'autre côté il vaut 2 €. Voilà est-ce que la propriété, c'est quoi aujourd'hui? Donc il faut être conscient de ce genre de choses. On ne peut pas passer sur ce genre de choses. Et pour les projets coopératifs, alors c'est la première question. La deuxième, c'est que moi je cherche des citoyens qui ont envie de bosser. Et non, mais c'est une grande question. Et la participation, on la vend trop souvent en disant aux gens, ben oui, venez vous exprimer, etc. Donc tout le monde s'exprime, et quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est la cata. Hein. Mais le problème, c'est pas de s'exprimer, c'est de bosser, c'est de construire ensemble. Et si on n'arrive pas à tirer pour construire ensemble, et c'est toute la vertu du projet coopératif, eh ben on a tout faux, quoi. Et j'aimerais pas que les projets participatifs, eh ben, ce soit simplement de temps en temps une réunion pour exprimer ce qu'on veut, pour déplacer le banc à tel endroit plutôt qu'à tel autre, mais que voilà. Et évidemment, on se heurte à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais me permettre de réagir sur le recherche citoyen. En effet, un des facteurs de réussite d'un habitat participatif, c'est le facteur humain. Sans ce facteur-là, le projet, il tiendra pas. Donc aujourd'hui, on est quand même de nombreux professionnels du secteur. Hein. Je veux dire, c'est un secteur qui s'est professionnalisé depuis une dizaine d'années. Donc soit par des accompagnants, soit par des coopératives d'habitation comme la nôtre, pour justement pouvoir accompagner l'ensemble des citoyens sur les 3 volets fondamentaux d'un projet immobilier, à savoir en effet l'accompagnement humain, la gouvernance, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit, comment on coopte, comment on prend une décision. Donc on les initie à tout ce qui est outils d'intelligence collective. Ensuite, sur tous les aspects, gestion d'un projet immobilier, c'est-à-dire qu'en effet, on n'est pas tous à même, vu la complexité dans le domaine de pouvoir réaliser des projets. Donc on les aide par rapport à ça. Et le troisième sujet, c'est le fameux sujet juridique et financier, qui va être l'objet de votre deuxième question. En France, en effet, on est aujourd'hui quand même dans un pays où on prône et on fabrique des outils pour développer la propriété individuelle.
Ça a toujours été comme ça, et on voit d'ailleurs que l'habitat participatif n'a pas connu le même essor que dans nos pays voisins comme la Suisse par exemple ou le Canada ou même l'Allemagne, parce que la propriété n'a pas autant d'intérêt par rapport aux habitants. Ils ne se sont jamais posé la question d'être propriétaires des sols parce que c'était toujours tellement cher que de toute façon, propriétaire ou locataire, peu importe. Et aujourd'hui, par rapport à ce nouvel outil du BRS, qui pour nous colle parfaitement avec la coopérative, puisqu'on n'a pas du tout envie de spéculation immobilière, qu'on est sur des projets sur du très long terme, sur du 40, 50 ans aujourd'hui, et ben on a encore un outil aujourd'hui qui n'a pas été pensé pour une propriété collective. Donc on est en train de travailler avec nos juristes et des cabinets d'avocats qui acceptent même de nous prendre en pro bono pour pouvoir réfléchir sur ce système tellement l'aspect intellectuel est intéressant. Et on va tenter justement avec la ville de Lyon de faire ce premier projet, notamment sur Lyon 7e avec les Girondins. Ce projet qui mélangerait coopérative et BRS. Donc on va se mettre tous autour de la table pour travailler de manière concrète sur les 2-3 petites problématiques qu'on peut rencontrer en coopérative, et notamment la problématique du rechargement de ce fameux bail, pour pouvoir répondre. Mais globalement, la réponse des avocats, c'était quand même de dire l'esprit est là, la coopérative rentre tout à fait dans l'esprit du BRS, et donc après, les ajustements qu'on peut faire, ils peuvent être réglés de manière conventionnelle. Aujourd'hui, à défaut d'être totalement réglementaire. Merci. On va devoir arrêter vu l'heure. En tout cas, c'est un débat très intéressant. Je remercie tous nos invités. Et j'ai bien aimé la réflexion qui tendait à ramener l'habitant, l'humain, sur son passage. On ne fait que passer dans la vie, et là où on vit, son habitat, son logement, son repère, quelle est la nature à la propriété, comment quelque chose peut nous appartenir quand on ne fait que passer. Oui, il y a la transmission, il y a l'histoire, il y a l'héritage, il y a énormément de choses. Mais finalement, c'est très français. Si on regarde ce qui se passe dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde, tout le monde n'a pas forcément cette vision de ce qui doit nous appartenir. Donc moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je regarde juste les différents modèles, et je me dis que finalement, ce débat que l'on a, c'est peut-être le reflet d'une société qui cherche à comprendre son évolution, qui est en transformation avec des nouveaux enjeux, et que ces questions de collectif, d'habitat